La geek de service. Et oui, je suis de retour après une absence de quelques mois. Je réalise que je n'ai rien publié sur le balado depuis le mois de février. Il faut dire que côté personnel, la vie a été très chargée dans les derniers mois. Au mois de mai, je me suis mariée. Nous sommes allés en voyage en Islande et à Vancouver. On a passé beaucoup de temps en famille aussi. Je crois que la fin des restrictions a été les retrouvailles pour plusieurs d'entre nous. Et bref, j'ai négligé le balado. J'ai continué à vous partager un paquet de découvertes sur les réseaux sociaux, mais je reprends mon micro et reviens pour de courts épisodes de balado où je continuerai de vous présenter mes applications coup de cœur, des sites intéressants, des lectures, des balados, des choses en éducation, mais en numérique, mais aussi dans notre vie quotidienne de tous les jours. Bref, un petit peu de tout. Je vous partage une première lecture qui m'a vraiment marquée et que j'ai absolument adoré. Le livre s'appelle Scary Smart. Il est écrit par Mo Gadat et j'ai probablement massacré son nom, j'en suis désolée. C'est un ancien Chief Business Officer chez Google X qui a écrit 2 livres. Je n'ai pas lu son premier livre, mais assurément après avoir lu celui-ci, c'est dans ma liste de lecture. Et l'auteur nous parle des risques et des enjeux de l'intelligence artificielle et où nous avons du pouvoir comme humains pour influencer comment l'intelligence artificielle va fonctionner, être utilisée et tout. Il aborde beaucoup le côté positif, mais aussi le côté négatif de l'intelligence artificielle. Donc, je vous avouerai que le début du livre fait peur pour après ça nous mettre en mode solution, ce que j'aime bien parce que ça fait réfléchir. Il y a un paquet d'enjeux éthiques à considérer. Et il nous envoie un peu, en anglais, on dit un call to action, là, il nous invite à prendre position et vraiment à bombarder nos réseaux sociaux et nos initiatives en général de numérique positif. Et ça m'a vraiment parlé, ce côté-là. C'est quelque chose que j'aime faire, parler des impacts positifs du numérique et je travaille présentement sur un nouveau projet balado dont je vous reparlerai parce que c'est vraiment dans ses balbutiements, mais il m'a vraiment, l'auteur de ce livre-là m'a vraiment appelé à mobiliser encore plus au niveau de partager le positif du numérique. Donc, c'est une lecture que je vous recommande fortement. Ma deuxième suggestion est une émission de télé en ligne. L'émission s'appelle En ligne, mais elle est disponible également en ligne. Mais c'est une émission à Télé-Québec. C'est le mercredi soir à 19h30. C'est des petits épisodes toutes courtes, mais les épisodes sont également disponibles en ligne. Je suis moi-même en mode rattrapage. J'en écoute une ici et là de temps en temps. On peut en ligne aller écouter l'émission au grand complet où on peut aller voir chacun des petits segments. J'aime particulièrement ça parce qu'on peut, par exemple, partager un segment avec des élèves ou avec la famille et dire, écoute, ce petit 5 minutes-là, c'est exactement le sujet à propos du numérique dont on se parlait. On parle de toutes sortes d'enjeux, on parle de réseaux sociaux, de fonctionnement du web, de cybersécurité. Donc, on est vraiment dans un paquet de sujets qui nous touchent au quotidien, mais bien vulgarisé. C'est fait avec humour, c'est fait très, très, très clair. Donc, de jeunes enfants pourraient comprendre, ben jeunes, on s'entend peut-être pas qu'à 4 ans, ils vont écouter ça, mais on peut l'envoyer à une panoplie de gens. C'est vraiment pas fait pour des geeks intenses finalement. C'est très bien vulgarisé. Ça ouvre beaucoup au débat. Un de mes segments préférés de l'émission, c'est Ça se fait-tu? Je vous donne, par exemple, un des débats là, que je vais aller écouter bientôt, c'est est-ce qu'on devrait être amis avec ses élèves sur les réseaux sociaux? Un autre que j'ai écouté, c'était est-ce qu'on géolocalise ses enfants ou non? Et le segment présente les opinions de différentes personnes. Et ensuite, ben, moi, je vois tout à fait une discussion en classe ou une discussion avec ses enfants. On écoute les opinions, les pour et les contre, et ensuite, on en discute. Donc, une belle façon d'aborder la citoyenneté à l'ère du numérique, la cybersécurité, la compréhension d'un paquet de choses, des algorithmes, des trolls en ligne, de nos actions sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment une bonne émission pour comprendre tout ça et disponible en ligne facilement si jamais le mercredi soir à 19h30, vous êtes sorti prendre une marche.
Comme je vous disais, je suis un peu en mode rattrapage et en retard dans les nouvelles, mais ça fait quelques mois que Screencastify, qui est personnellement l'outil que j'utilise pour mes captures d'écran, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Il y en existe plein. Loom et compagnie, ce sont tous d'excellents outils. Je pense qu'il y a une question d'habitude qui fait que j'utilise Screencastify et il répond à mes besoins. Donc, pourquoi changer d'outil quand il répond à nos besoins? Et j'aime particulièrement le fait que toutes mes vidéos sont à moi, ils sont dans mon drive directement, mais ils ont bonifié leur plateforme où on peut voir tous nos vidéos. Ça change rien pour votre drive, vos vidéos sont encore là, mais c'est plus difficile là, quand on fait de la recherche dans le drive de tout trouver nos vidéos. Donc, sur l'interface de Screencastify, il est possible de filtrer du plus ancien au plus récent, par exemple, de filtrer en ordre alphabétique, de voir le nombre de visionnements aussi de chacune des vidéos si on a partagé le lien, par exemple. Et on peut le mettre en mode grille où on voit un aperçu du vidéo ou en mode liste. Donc, ce qui nous permet de rapidement de voir mes 5 dernières vidéos ont eu combien de visionnements. C'est sûr que si nos vidéos sont déjà sur YouTube, on a déjà toutes ces statistiques-là, mais parfois, ce sont des vidéos qu'on a partagées rapidement à une dizaine de collègues, puis on veut voir, par exemple, si tout le monde l'a visionné. Donc, ça fait une interface de plus avec des données supplémentaires. C'est un bel endroit aussi pour aller faire du ménage parce que puisqu'on peut filtrer avec les plus anciennes, bien, on pourrait le mettre le filtre aux plus anciennes et dire, bien, ceux qui ont plus de 2 ans sont peut-être désuètes. Je vais faire delete, delete, delete et je vais faire du ménage parce qu'on s'entend que du ménage numérique, c'est assez important pour ne pas se retrouver à payer absolument si c'est un compte personnel pour du storage, mais aussi côté environnement, pourquoi garder un paquet de choses dont on n'a pas besoin, qui viennent tirer du jus finalement. Donc, comme dirait Monsieur McSween, j'en ai-tu vraiment besoin? Sinon, ben, delete, delete, delete. Parfois, ce sont de minuscules changements dans nos outils chouchous qui font une grosse différence. Dernièrement, Canva a ajouté, Canva dont je vous ai déjà parlé, il y a des épisodes qui vous le présentent, j'en ai discuté d'ailleurs avec le super Sylvain Duclos, mais Canva a ajouté une petite option lorsqu'on veut télécharger, je pense que ça s'appelle charger dans Canva, lorsqu'on veut télécharger notre création et qu'elle a plusieurs pages. Donc, ça arrive des fois qu'on a par exemple, une douzaine d'infographies une après l'autre. Et là, on veut charger ou télécharger la page 4. Et là, ce qu'il fallait faire par le passé dans Canva, c'était décocher toutes les pages et aller recocher la page 4 pour ensuite lui dire de me charger la page 4 pour avoir ma version téléchargée. Maintenant, j'ai l'option de télécharger la page en cours ou la création en cours, je me souviens plus du terme exact, ce qui fait que je n'ai pas besoin de décocher. Quand je fais cette option-là, il va automatiquement savoir que j'étais sur la page 4 et j'ai sauvé quelques clics. Vous allez me dire, c'est tout là, c'est ça dans la vie qui te rend heureuse. Mais oui, des fois, c'est des petits clics comme ça qui font, bon, je viens de sauver quelques clics et qui font que l'outil est encore plus efficace. Et j'aime voir des compagnies qui développent, qui pensent à ces petites choses-là pour les usagers, pour nous rendre la vie plus facile. Parlant de Canva, je vous parle aussi d'un groupe Facebook qui a des milliers, des milliers, des milliers d'abonnés qui s'appelle le Canva Design Circle. Il faut faire la demande pour être accepté dans le groupe, mais ça en vaut vraiment, vraiment la peine. C'est un groupe génial, c'est des gens qui aiment créer avec Canva. Ils partagent leurs astuces de création, mais partagent aussi leur création. Il y a tellement de belles choses à voir. Tu regardes ça puis tu te dis, mon Dieu, ils ont tout fait ça avec Canva. Les gens sont donc créatifs, ils ont donc des idées absolument géniales. Et souvent, ils vont poser des questions techniques en disant, j'aimerais faire ça, j'aimerais que ma photo elle soit comme ça dans l'image, comment est-ce que je fais? Et là, on a une communauté de gens qui vont aider à ce niveau-là. C'est pas une communauté en éducation, c'est vraiment, des fois, c'est des gens en réseaux sociaux, des gestionnaires des réseaux sociaux, par exemple, ou des gens qui sont vraiment en design. Et il y a toutes sortes de gens là-dessus qui créent un paquet de choses, qui nous demandent notre avis sur leur création. J'ai fait un logo pour telle entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici 4 choix. Mais de voir la créativité des gens, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, ce côté créatif-là, et que vous êtes déjà fan de
Canva, Canva Design Circle. Cherchez ça dans Facebook et demandez à rejoindre le groupe. Vous allez voir, c'est un petit bonheur de voir passer certaines créations dans notre fil d'actualité. C'est du beau dans votre Facebook. Et je termine avec une nouveauté qui n'en est pas une, car ça fait déjà quelques mois, mais je vous ai dit, je suis en mode rattrapage. Si vous aviez pas vu passer cette possibilité-là, Google Classroom offre maintenant la possibilité de planifier un devoir, mais de le planifier à des moments différents pour différents groupes et dans différents thèmes. Donc, je pourrais, par exemple, si j'enseigne à 6 groupes, je pourrais tout préparer mon devoir avec les fichiers que je veux et tout, bien mettre dans la description toutes mes consignes. Et en prenant l'option planifier, ben pour mon groupe 1, ça pourrait être du mardi prochain dans tel thème. Mon groupe 2, dû à un autre moment dans tel thème et autres. Donc, je peux vraiment faire toute ma planification de tous mes groupes. Avant, c'était possible de mettre le même devoir à tous les groupes d'un seul coup, mais on ne pouvait pas planifier des dates différentes. Si je disais que c'était du vendredi prochain, c'était la même date pour tout le monde. Et là, il fallait aller dans chacun, aller modifier les dates. Là, maintenant, on peut tout faire ça d'un même coup d'œil. On ouvre son cahier de planif ou son calendrier en ligne, puis on se dit, parfait, groupe 1, c'est à telle date, groupe 2, c'est à telle date, et on préprogramme tout ça. Il y a une capsule qui est disponible sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment faire. Donc, je vous invite à aller voir ça. D'ailleurs, toutes les ressources et les liens que j'ai présentés aujourd'hui se retrouvent tous sur mon blog, lageekdeservice.com. Vous avez toujours un résumé de l'épisode avec tous les liens cliquables, mais vous allez retrouver aussi les différents liens sur mes réseaux sociaux où je partage continuellement un paquet de choses. Donc, lageekdeservice.com, allez faire un petit tour pour pouvoir cliquer sur les liens parce que si vous êtes présentement en auto ou en train d'aller prendre une marche en écoutant un balado, c'est pas très pratique d'avoir à tout noter ça. Donc, pas d'inquiétude, on va sur lageekdeservice.com et tout y est. Je vous reviens bientôt avec d'autres nouveautés des derniers mois et d'autres belles ressources à explorer si vous êtes fan du numérique en éducation ou avez juste envie d'apprendre un paquet de choses avec moi.